n'y a aucune obligation, voilà, mais nous, on finance, on ne finance la première qu'avec les dons. Et après, dernier petit point, on parlait, pour ceux qui nous connaissent déjà, je sais pas, vous connaissez déjà, ceux qui ne connaissent pas, ça c'est notre support de communication aujourd'hui, c'est le Démocratol. C'est un énergisant politique, donc ça élimine durablement la frustration électorale et l'impuissance politique. On cherchait un moyen pour communiquer un peu drôle. Voilà, nous on est sérieux sans se prendre au sérieux. Et voilà, on ne voulait pas faire des tracts, on trouvait ça un peu obsolète, un peu trop parti politique, un peu vieux. Donc on a inventé ce faux médicament. Donc Adrienne va vous en distribuer. Voilà, il y a une petite notice dedans. D'habitude, il y a des bonbons, je suis navré, on n'a plus de bonbons, on est en rupture de stock. Voilà, donc c'est notre support de com. Donc c'est bien parce que quand on donne ça, les gens ont tout de suite le sourire et puis ils le redonnent à d'autres personnes, ils sont obligés d'expliquer ce que c'est. Et on l'a testé, moi je l'ai testé sorti des bureaux de vote pendant les régionales. Et la phrase d'accroche c'était bonjour, vous avez voté par dépit ou par adhésion, et la plupart des gens auraient voté par dépit. Et je leur donnais ça. Et 100% des cas, hein, peu importe ce qu'ils ont voté, parce qu'en plus ils m'ont dit ce qu'ils ont voté, ils ont trouvé ça génial et ils ont dit je suis bien content qu'une initiative comme celle-là qui vienne pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Voilà, donc c'est une présentation volontairement très courte, je suis peut-être allé un peu rapidement, et le but c'est qu'on échange maintenant, vous avez sans doute plein de questions, et moi je trouve que la richesse c'est justement les échanges maintenant, et entre vous et avec moi, etc. Voilà. Ouais, merci David. Je vais prendre des questions, pas trop à la fois. Une, levez la main et puis je retiens et je viens vous voir deux. Très bien. Bonjour, je voudrais vous demander, au niveau de la présélection, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, c'est pourquoi tous les citoyens ne se prononcent pas sur tous les candidats. Vous voulez dire la phase de sélection aléatoire, c'est ça ? Oui, je pense. C'est ça. Parce que, comme j'ai expliqué, si on permet... déjà, il se peut qu'il y ait par exemple 60 candidats. Donc ça voudrait dire demander à chaque citoyen de regarder 60 candidats, de regarder son programme, regarder ce qu'il fait, etc. C'est un peu compliqué. Mais le vrai sujet, c'est pour éviter que des gens qui voudraient hacker la plateforme, des minorités actives, extrême droite ou extrême gauche, viennent, ou des communautaristes et des choses comme ça, viennent hacker la plateforme en disant regardez, on a notre candidat sur la plateforme, venez tous voter pour lui, et forcément il sort du process. Et donc nous on veut éviter ça, et le seul moyen de l'éviter, on a tourné ça dans tous les sens, c'est de faire une distribution aléatoire. Sachant que le système est fait que comme tous les lots sont aléatoires, chaque candidat sera toujours opposé avec des candidats différents. Donc on n'a pas le risque d'être toujours avec des super forts alors qu'on n'est pas bon, ou inversement, etc. Et vous allez vous proposer sur des candidats. Je sais que ça peut être frustrant parce que peut-être dans le lot que vous allez recevoir, il n'y aura aucun des candidats que vous soutenez. Mais vous allez forcément trouver des candidats plutôt bien ou pas bien, mais vous allez pouvoir les noter en intensité. Et dans les finalistes, si votre candidat est forcément formidable, vous allez le retrouver parce qu'il n'y a pas que vous qui le trouverez formidable. Mais si on fait ça, c'est vraiment pour éviter que la plateforme se fasse hacker. C'est pas autre chose que ça. Et donc, comme vous les notez par intensité, ça fait vraiment, en gros, vous allez noter de -1 à +5. Donc forcément, si vous avez un bon candidat que vous soutenez, malheureusement il n'est pas dans le lot, il est très probable que d'autres citoyens lui mettront 3, 4, 5. Et n'oubliez pas, si vous avez 5 candidats dans votre lot, vous allez en noter 1, 2, l'autre vous allez noter 5, l'autre vous allez noter à -1, etc. Et donc, ça va vraiment faire de l'intensité sur tous les candidats. Et c'est les maths et les stats qui parlent. Hein. Donc, les candidats qui sont bons, qui auront su... déjà, qui sont crédibles, qui ont reçu agrégé une équipe et qui seront capables de dire regardez avec qui je vais travailler. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est
on élit un président, mais on ne sait pas avec qui il bosse, et en fait, derrière, c'est des négos de couloir pour savoir, allez, je te mets toi, etc. Là, on va demander qu'ils disent dès le départ avec qui ils vont bosser. Donc, un candidat crédible qui a su créer une équipe, l'annoncer, qui aura su co-construire un programme avec des citoyens, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, nous, on va mettre beaucoup l'accent sur ce qui a été fait, c'est-à-dire les candidats. Qu'est-ce que vous avez fait et pas qu'est-ce que vous promettez. On va faire du fact-checking avec des journalistes et des choses comme ça. Ça suffit des gens qui disent oui, j'ai plus d'écologie, plus de justice, plus de santé et on verra bien après. Non. C'est concrètement, on le demandera aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait localement, qu'est-ce qu'ils ont fait. S'ils ont un think tank depuis 10 ans sur un sujet, ils seront plus crédibles que celui qui s'est réveillé le matin en disant moi je pense qu'il faut faire ci, quoi. Donc voilà. L'idée, tout le process, que ce soit le process technique ou que ce soit le process d'embarquer avec les citoyens, d'échanger avec les citoyens, est fait pour faire émerger des gens qui seront mis à nu devant les citoyens, quoi, qui auront sué, qui auront souffert, qui seront crédibles, qui auront convaincu. Donc c'est pour ça que même si vous ne l'avez pas, d'autres l'auront. Et si ce gars ou cette femme est très bien, il sortira. En tout cas, c'est notre conviction. Allez-y, madame. On a toute la soirée, enfin, je ne sais pas à quelle heure ça ferme. Ma deuxième question concerne la campagne électorale. Vous n'avez strictement rien dit sur le déroulement de la campagne électorale. Alors, bon, vous direz, je suis peut-être excessivement méfiante, mais qu'est-ce qui va me garantir qu'il n'y aura pas les magouilles habituelles entre ce choix, enfin, entre ce candidat que nous aurons choisi et les autres? Les groupes de pression, etc. Vous voulez dire qu'il y aurait des arrangements entre le candidat qui sortirait de ça et d'autres? Oui. Alors, ou des groupes de pression qui vont... Alors, oui, ça existe. Nous, on va accompagner ce candidat. Alors, on va lui mettre à dispo tous les outils pour qu'il puisse faire une campagne digne de ce nom, comme les candidats des partis. Des outils comme technologiques, etc. Et nous, on va l'accompagner. On va faire l'interface, justement, pour s'assurer de la pureté justement de l'initiative jusqu'au bout. On ne pourra pas tout empêcher, évidemment, les approches, etc. Mais l'idée, c'est qu'il soit le plus pur possible jusqu'au bout. Mais, et par exemple, sur les dépenses, etc., pareil, c'est nous qui allons gérer les dépenses. Voilà, c'est les encaissements et les sorties, c'est nous qui allons gérer. Donc il n'y aura pas de Big Malion, il n'y aura pas de choses comme ça. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que personne ne l'approche pour essayer de lui proposer un poste. Maintenant, si on n'a pas de contrôle sur cette personne-là, on n'a pas de contrôle, faut être honnête et lucide. C'est que on peut très bien avoir l'hypothèse de quelqu'un qui sort de ça et après, c'est un parfait enfoiré et il mène sa barque. Mais franchement, celui qui fait ça, avec une traction citoyenne derrière, je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent facilement. Parce qu'un chiffre que je n'ai pas dit aussi, c'est au moment du vote, nous on veut qu'il y ait au moins 100 000 personnes qui votent. C'est pour les maths et les stats, toujours pour que le système d'aléatoire fonctionne, etc. L'objectif, c'est 1,5 million de personnes. Pourquoi? Pour qu'on soit plus représentatif que le nombre cumulé des adhérents des partis politiques. Voilà. Et c'est vraiment une primaire ouverte, hein, comme je l'ai expliqué. Hein, il y aura de la droite et de la gauche. Je peux vous dire déjà, sans dévoiler de nom, dans les préinscrits, j'ai des candidats de la gauche, j'ai des candidats libéraux. Voilà. Vous avez tout le spectre. Et moi, c'est ça que je trouve très magique dans le système, c'est que nous, on a fait à peu près 10 meetings en région. Donc, il y a entre 60 et 150 personnes à chaque fois. Dans la salle, vous avez des gens... Moi, ce que je trouve génial, vous avez... je me rappelle toujours cette image, c'était à Toulouse. Il y avait une dame qui avait 60 ans, qui était attaque, colibri, etc. À côté d'elle, il y avait un jeune, 25 ans, qui était un libéral, Madelin, enfin, voilà. Et ils se parlaient, ils étaient d'accord. Ils avaient le même constat en disant, mais passons nos clivages idéologiques, utilisons cet outil numérique, débattons, ayons notre débat d'idées, participons, échangeons, et que le meilleur gagne. Mais au moins, il y aura cette vraie confrontation d'idées, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est du clientélisme. Pour schématiser, je suis à droite, je ne touche pas les médecins, je suis à gauche, je ne touche pas les profs. C'est une caricature, hein. Mais c'est ça. Et c'est dramatique. Et donc, nous, on pense vraiment que le process, il est là pour que les gens s'emparent. C'est un outil numérique, hein. Ça, j'insiste bien, c'est un outil numérique. On n'est pas un parti politique.
Alors techniquement, à un moment, il faut créer un parti pour qu'il puisse se présenter, le candidat, etc. Mais ça sera son parti à lui, c'est pas nous. Nous, en fait, on est une espèce d'incubateur de candidats et de partis. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que derrière, on va faire les législatives aussi, parce que on a peut-être un candidat, on aura son équipe, mais s'il n'a pas d'assises parlementaires, ça va être compliqué. Donc on va faire 577 primaires dans les circonscriptions pour qu'il y ait des députés citoyens. Donc autant se dire, ouais, aller à la présidentielle, il faut quand même être un peu costaud. Autant député, pourquoi pas. Donc, et après, on fait l'Italie en 2018 et les européennes en 2019, si ça marche. Bonsoir. Je voulais déjà vous remercier pour la présentation et puis surtout vous féliciter pour cette initiative. Il y avait beaucoup d'informations, donc c'était un peu dense, mais moi, la première chose qui m'a posé question, surtout, c'est l'outil technologique. On a vu une animation sur un smartphone et personnellement, mon téléphone, c'est un téléphone à clapet. Du coup, je me demandais en fait dans quelle mesure cet outil sera utilisable par tout le monde, tous ceux qui refusent d'accéder à Facebook, à ce genre de technologie. Je pense à mes grands-parents aussi, par exemple. Enfin voilà, c'était pour savoir comment l'outil va être utilisé. Nous allons offrir des iPhones à tout le monde. Et je n'en veux pas, c'est pas une question d'argent. Alors, ne vous inquiétez pas, là la démo est sur Android, ça sera disponible sur ordinateur tout simple, hein, sur Mac, sur PC, Android, iOS, enfin toutes les plateformes qui existent, puisqu'on est plugué sur Telegram, donc vous regardez, Telegram est partout. Alors après, il y a deux choses en fait par rapport à votre question aussi, c'est le taux d'équipement d'ordinateurs, il est de 85% en France, et des plus de 60 ans, il est également de 81%, quelque chose comme ça. Et le taux de développement Internet, c'est à peu près les mêmes pourcents, c'est même 90% et 85%. Donc c'est un peu une légende urbaine de dire qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas connectés et que les personnes les plus âgées ne sont pas connectées. Il y a une étude qui est sortie assez récemment là-dessus, donc c'est en partie faux. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous, on ne prétend pas couvrir 100% de la population française. On veut être plus représentatif que ce qui existe déjà, et on le sera. Voilà. On peut pas. Il faudrait 44 millions et demi de personnes sur la plateforme. Regardez, même il y a 44 millions et demi d'électeurs. Combien votent? Il y a 50% en gros qui votent pas. Et celui qui se fait élire à la présidentielle, il a en gros 50% des 50%, donc il est élu avec 22%. Voilà. Donc on essaiera d'être le plus représentatif, mais voilà. Donc sur un PC, et alors, on essaie de faire quelque chose aussi. On va essayer de faire le bus de la primaire et se promener avec des iPads, des trucs comme ça, pour justement des gens qui sont clairement pas connectés, etc., pour leur montrer. Voilà. Il y a tout un travail, mais bon, le bus ça coûte un peu de sous, donc voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et votre initiative. Moi, je suis un peu sceptique sur le projet. Je me demande, c'est quoi votre conception de la démocratie? Vous l'avez dit un peu au début, peut-être que vous pouvez un peu plus expliciter votre rapport à la démocratie représentative. Donc, vous vous inscrivez dans cette démarche-là. J'ai l'impression que dans votre projet, il y a une sorte de dénigrement des options idéologiques. Vous avez pas mal parlé du clivage, des yeux, etc. Moi, je suis assez persuadé qu'il y a des clivages. De toute façon, sans clivage, il n'y a pas d'exercice réel de la démocratie. Et que dans votre plateforme, elle met un peu une prime à la belle gueule, ou au charisme, ou à la personne. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de voter pour quelqu'un, mais de pouvoir débattre avec des gens d'un projet, ou d'idées, ou de s'éduquer politiquement les uns les autres. Je trouverais ça assez intéressant. Donc, peut-être pourquoi c'est pas limité à un programme, enfin pourquoi on ne peut pas distinguer les programmes des personnes. Et aussi vous avez parlé du rôle des partis qui n'a pas été si négatif que ça dans l'histoire de la démocratie représentative, en tout cas en France, qui ne l'est plus vraiment. Pourquoi ne pas tenter de carjacker les partis, enfin de travailler sur la représentativité ou l'implication des partis. Moi je pense qu'il faut des partis, peu importe la forme qu'ils ont, mais moi j'ai pas l'option idéologique des républicains, je l'aurais probablement jamais, et à la fois je pense que si j'adhère à un parti aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir m'éduquer politiquement à l'intérieur et en sortir un jour. Et donc ça m'a l'air d'être très orienté vers l'individu, même s'il y a du débat, s'il y a quelque chose, c'est pas trop une aventure collective alors que ça pourrait l'être.
Voilà, c'est un peu ça ma question et mon questionnement. Et vous avez dit que le meilleur gagne. Moi, je voterai pas pour le meilleur, quoi. Je voterai pour celui qui a raison. Et du coup, c'est ça qui m'embête un peu dans ce que vous dites. Alors, merci pour votre intervention qui est très riche parce qu'il y a au moins 6 ou 7 questions dedans. Je vais essayer de répondre globalement. Par rapport aux partis, c'est qu'aujourd'hui, les partis, je l'ai expliqué en intro, c'est que avant, ils remplissaient vraiment ce rôle d'échange, de synthèse, de construction. C'était vraiment un lieu d'échange. Et au fil du temps, ça s'est un peu délité et ça a été capté par les cadres de partis. Et c'est devenu un métier, en fait. Avant, c'était des citoyens qui allaient dans les partis, qui participaient, qui pouvaient éventuellement monter, etc. C'est devenu un métier. C'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais exercé un seul métier, jamais eu un CDI, jamais eu un contrat de fonctionnaire, qui sont de militants. Ils étaient à l'UNEF, à la fac, et après ils ont été militants au PS, et après ils ont gravé des échelons. Non, c'est pas un métier. C'est pas un métier d'être politicien. Enfin, nous on pense que c'est pas un métier. C'est que il faut être professionnel sans être un professionnel. Ça, c'est par rapport aux partis. Nous, on pense que les partis, ils sauront se réinventer. Nous, on ne dit pas c'est la fin des partis, les partis sont morts, etc. Je pense qu'ils sont très bons, ils vont... on veut créer une métamorphose des partis. C'est que l'idée, c'est que les partis, ils mettent ce lien permanent entre les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, c'est quoi? Pour un parti, on s'intéresse aux citoyens au moment des échéances électorales. Voilà, point. C'est, on va les voir en disant oh, regardez, c'est super ce qu'on fait, votez pour nous. Et après, on n'en entend plus parler. Nous, ce qu'on veut essayer de mettre en place, c'est justement ce lien permanent, recréer un lien permanent entre les citoyens et les mondes politiques. Et qui est une vraie passerelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est deux mondes qui ne se parlent pas et qui s'ignorent. Il y a même du dédain de la part des politiques sur la société civile et sur les citoyens. Il faut voir les termes qu'ils emploient. Donc, voilà. Donc je pense que les partis, ils vont savoir évoluer. Et il ne faut pas oublier historiquement, les partis, la Ve République, elle est bâtie autour des partis. Les partis figurent de mémoire à l'article 4 de la Constitution, en même temps que la Marseillaise, la liberté, égalité, fraternité et le drapeau français. C'est dire l'importance qu'ont les partis historiquement. Et pourquoi il y avait cette importance historiquement? C'est parce que De Gaulle voulait constitutionnaliser ça pour éviter que les communistes, etc., prennent le pouvoir avec les mouvements, etc. En gros, c'est ça. Donc il y avait plein d'autres questions. Il y avait sur la représentativité. C'est que, comme je le disais, nous, on n'a pas de position idéologique en disant il faut faire du tirage au sort, il faut supprimer le Sénat, etc. Il y a plein de gens, il y a plein de mouvements qui ont ces idées-là, diverses ou complémentaires, qui viennent les faire valoir. Mais pour moi, c'est l'étape d'après, en fait. C'est qu'aujourd'hui, si vous dites, par exemple, il y a une initiative qui dit il faut supprimer le Sénat, il faut faire un Sénat avec des citoyens qui contrôleraient le gouvernement. Soit, je n'ai pas d'avis sur l'idée, mais concrètement, vous faites comment aujourd'hui? À part renverser des tables et mettre des têtes sur des pics, vous ne pouvez pas le faire. Il faut séquencer l'action. L'action, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le système, il faut utiliser les règles. Donc les règles, c'est quoi? C'est l'élection, c'est le vote. N'oubliez pas une chose, une chose que j'ai dit à la haute conférence la dernière fois, le pouvoir, il appartient à celui qui le prend. Et c'est vous qui avez le pouvoir, parce que c'est vous qui avez le droit de vote. Donc, utilisez le droit de vote, faites émerger des personnes qui sont empreintes de démocratie participative, qui vont recréer ce lien avec les citoyens, qui vont être d'accord pour consulter les citoyens par référendum sur des questions de société, genre la déchéance de la nationalité, l'état d'urgence, etc. On n'a pas été consulté là-dessus. Je pense que de gauche ou de droite, la plupart, à part ceux qui sont au pouvoir, sont d'accord qu'il fallait consulter les Français là-dessus. Donc, faites émerger des gens qui sont empreints de cette démocratie participative. Donc nous, on est complètement différents de ceux qui ont des idéologies. Par exemple, vous avez d'autres initiatives qui disent les députés, on va les tirer au sort, etc. Très bien, qui viennent le proposer, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Les règles, les règles de la Ve République, ce ne sont pas celles-là. Donc il faut les changer de l'intérieur. Et pour être à l'intérieur, il faut d'abord se réélire. Après, je ne suis pas trop d'accord sur votre remarque en disant qu'on met en avant la belle gueule, etc. Non, au contraire, et je l'ai dit, redit, tout le process est fait. Bien sûr, il faut des candidats, mais par rapport aux idées, une idée n'a de valeur que par celui qui la porte.
Moi, je crois pas. Les idées, c'est bien, mais elles n'ont pas de petits bras, de petites jambes. Elles marchent pas toutes seules. Il faut que quelqu'un la porte. Et il y a un grand philosophe. Ça, c'est une blague que fait Thibaut d'habitude, donc je vais lui reprendre. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Mike Tyson, qui dit tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prend son premier coup de poing dans la gueule. C'est-à-dire quoi? C'est que vous pouvez faire un programme, avoir des idées, etc. Mais le jour où vous êtes vraiment confronté à la réalité et à la dureté, bah, vous faites ce que vous avez dans les tripes. Et si vous n'avez pas de conviction, bah, les belles idées que vous avez données, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc nous, si vous êtes quelqu'un qui a une super gueule charismatique, mais que vous avez des idées pourries, bah, ça ne marche pas. S'il y a des super idées, mais que le gars il est moyen, ça ne marche pas. Donc nous, on croit au couple idées, personne. Il faut des gens de conviction, des gens qui ont fait, pas des gens qui promettent, vraiment des gens de conviction. Et c'est ça qu'on essaie de faire émerger. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais si on a encore une autre, allez-y. Bonjour, merci. J'avais une remarque ou question, je ne sais pas comment l'exprimer. C'était sur le fait que dans votre primaire, à la fin, il va émerger un candidat qui représentera tous ceux qui ont participé sur ce site, qui sera pas qui sera pas représentatif des avis de tout le monde. Alors il y aura peut-être, je sais pas, peut-être un tiers des gens qui seront sur la primaire.org qui aura décidé que ce candidat sera mieux. Et en quoi quelqu'un qui allait sur ce site trouvera que ce candidat, et qui a pas les mêmes idéologies, trouvera à la fin aux élections réelles que ce candidat est mieux que un autre qui est plus de son parti, de ses idéologies. Le fait que, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'à la fin il n'y ait qu'un candidat, et pour tous les Français en fait. Alors, c'est que, n'oublions pas, on ne fait pas l'élection. Donc si on fait émerger un monstre, c'est les Français inscrits sur la première primaire qui feront émerger ce monstre, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va être élu. Après, on peut faire émerger quelqu'un de fantastique, mais il devra se confronter aux autres candidats, et ça, c'est la démocratie. Alors, on n'aura pas les mêmes forces que les candidats des partis, c'est clair, mais s'il y a une vraie traction citoyenne, si vraiment le candidat, il est venu du départ, il s'est préinscrit, il a trouvé ses 500 citoyens, il a créé son équipe, il a co-construit son programme, etc., il aura fait tout le chemin. Et il va emporter de l'adhésion populaire, et il a de grandes chances de peser dans l'élection. Alors, c'est difficile de vous répondre parce que nous, on n'est pas un parti, donc on ne raisonne pas en objectif électoral. Je ne vais pas vous dire, moi, je veux qu'il soit au second tour, etc. Déjà, l'objectif minimal, c'est de faire comprendre aux Français qu'on peut faire autrement, en dehors des partis politiques, faire émerger des gens qui peuvent être formidables, qui ne sont pas issus du monde politique ou des partis politiques. Déjà, c'est ça. Si on a réussi à ça, déjà, on sera très content. Maintenant, si ce candidat arrive à peser sur l'élection, c'est encore mieux. Et s'il est à l'Élysée, alors c'est jackpot. Mais nous, on ne raisonne pas là-dessus parce que voilà, on n'a pas d'objectif électoral. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que la primaire et la plateforme ne disparaissent pas au moment de l'élection. C'est que ça reste une base que les candidats vont pouvoir interroger, sur laquelle ils vont poser des questions, faire du sondage, etc. Nous, on va permettre cette interaction. Et je dirais même, imaginons que ce candidat qui sorte, bon, il passe pas, il n'est pas élu, etc. Ça vous fait quand même une espèce de shadow cabinet à l'anglaise, où vous avez, je ne sais pas combien de milliers, centaines de milliers de citoyens inscrits, qui vont pouvoir être en relais permanent avec les candidats qui ont été émergés de cette plateforme. Et pour répondre encore à un détail, à une question, pourquoi il n'y en a qu'un qui émerge ? C'est technique. Déjà, aller chercher 500 parrainages, c'est pas évident. En gros, pour vous donner une idée, il y a à peu près 2500 parrainages de dispo pour tous les candidats autres que les candidats des gros partis, à peu près. Donc vous voyez, si on en fait sortir un, c'est faisable. Si on en fait sortir deux, c'est déjà plus compliqué. Et puis ça n'a pas de sens. Et puis,
finalement, imaginons on en fait sortir un, et puis le deuxième était formidable, mais il est passé juste derrière. Rien n'empêche le deuxième d'y aller. Nous, l'engagement qu'on prend, c'est d'accompagner le vainqueur. Mais le deuxième, il peut y aller tout seul. Il peut très bien avoir ses soutiens. Et puis à un moment, c'est comme dans la vie, hein, il faut faire un choix, quoi. Et moi, je pense que sur les finalistes, vous aurez le panel, vous aurez le spectre électoral gauche-droite. C'est quasiment certain. Bonsoir. Moi, j'ai une question plus technique, en fait. Je me suis inscrite sur votre site. Et c'est une inscription classique. Hein. On renseigne son adresse mail, on renseigne son nom, son prénom, peut-être sa date de naissance, certainement. Bref, mais tout ça, ça me laisse une interrogation. Comment est-ce que vous garantissez la légitimité et l'unicité des électeurs, en fait, de votre plateforme ? Alors là, l'inscription que vous avez faite, c'est juste une inscription, c'est une pré-inscription sur le site pour dire voilà, je suis intéressé par la primaire, etc. Là, aujourd'hui, l'inscription que vous avez, je crois qu'il y a juste nom, prénom, code postal et email, il n'y a rien d'autre. Donc c'est pas ça qui va authentifier les citoyens. Il y a deux sujets en fait. Il y a l'authentification et le vote. Sur l'authentification, on a deux options qu'on est en train de regarder. La première, ça sera France Connect. France Connect, c'est l'État français qui authentifie le citoyen, qui dit voilà, c'est bien une personne physique qui a l'âge de voter, etc. On est en train de regarder ça. Ils devaient être prêts en décembre, je ne sais pas où ils en sont. Alors, la partie texte, c'est Thibaut qui fait ça, donc je suis moins bon là-dessus. Mais en gros, soit on prend France Connect, soit on prendra un autre système qui sera en fait une triple authentification avec un compte officiel, avec une pièce d'identité, des choses comme ça. Voilà, sur l'authentification. Ou aussi on pense à de l'authentification réelle avec plusieurs personnes qui pourraient valider l'inscription d'autres personnes, etc. On a plusieurs idées en tête qui sont en train d'être testées et travaillées. Après, il y a le système de vote. Alors, dans l'idéal, on aurait voulu faire la blockchain, mais le problème de la blockchain, c'est qu'elle n'est pas prête. Pour faire simple, en gros, le problème de la blockchain, il y en a deux. C'est il vous faut un sous-jacent financier, par exemple le Bitcoin. Donc ça voudrait dire que le vote, il serait forcément payant, alors même s'il est à 10 centimes. Si vous avez 1 million de votants, vous voyez combien ça coûte. Et après, sur la vitesse de traitement, c'est qu'en gros, Visa, Mastercard, ça traite 4500 transactions secondes. La blockchain, on est à 130. Enfin, ils peuvent... Voilà, c'est un peu early stage, la blockchain. Donc, sur le système de vote, on va sans doute utiliser Agora Voting, qui est le système utilisé par Podemos. Voilà. Et tout ça, ça sera public, et toutes les données seront publiques. Et avec ça, on veut garantir l'authentification du citoyen, qui ne vote pas deux fois, que c'est bien un citoyen français, qui est bien âgé, que c'est de plus de 18 ans, etc. Et de l'autre côté, qu'il a bien voté que pour les personnes qui lui ont été présentées, etc. Ça, c'est prévu, oui. C'est bien au-delà de l'inscription que vous avez aujourd'hui. Bonsoir. Merci pour votre présentation également. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que de toute façon, effectivement, l'objectif premier que vous avez décrit, c'était que ça allait bousculer un petit peu le schéma institué. Après, ça m'empêche pas, effectivement, de quand même être un petit peu en confusion parce que j'ai quand même l'impression que vous vous situez dans un entre-deux et ça reprend un petit peu les questions précédentes, à savoir, finalement, le problème initial que vous soulevez, c'est un petit peu l'inertie des partis tel qu'il est aujourd'hui. Pour ça, vous proposez des méthodes de démocratie et de co-construction collective de programmes. Mais finalement, on le voit un petit peu dans la présentation, on ira quand même vers des projets politiques. Des projets politiques différents, quoi. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à voir pourquoi vous n'assumez pas jusqu'au bout une autre manière de faire de la démocratie ou de faire de la politique. On devine presque à demi-mot que finalement, ce qu'on espère quand même, c'est que ce candidat-là proposera dans ses programmes le deuxième temps de la séquence que vous décriviez, à savoir on s'en sert déjà dans un premier temps dans ce qui existe, en espérant que derrière les initiatives de repenser le structurant démocratique va aboutir.
Et du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi on n'assume pas ça jusqu'au bout, notamment parce que finalement les mécanismes sociaux, économiques et sociaux qui ont amené à ce que les partis politiques soient aujourd'hui figés, tels que aussi, je reprends un petit peu ce que disait une des premières questions, l'accès à la technologie, les asymétries de temps qu'il va falloir aujourd'hui pour porter un projet politique si on s'inscrit comme candidat sur la primaire, des moyens. Finalement, est-ce que les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les partis politiques et vis-à-vis des citoyens va vraiment garantir que le candidat de la primaire puisse s'en affranchir, quoi. Donc, dans un sens, cette position d'entre-deux-là me pose question.